Salut! J'espère que vous êtes prêts. On commence le chapitre 4 ainsi que le premier langage, c'est-à-dire les paroles valorisantes. Nous allons découvrir peut-être pour certains et certaines qu'on se retrouve dans cette catégorie-là. Au fur et à mesure des chapitres, on va rentrer dans les différents types de langues au travers de différentes histoires et toujours, bien évidemment, il est écrit entre autres pour les couples, mais j'aime aussi le placer dans le contexte de chaque relation qui m'entourent, que ça soit familial, que ça soit pour les parents versus les enfants, etc. Toutes les personnes qui nous sont chères, non seulement dans le couple, mais dans toute relation qui nous sont proposées. Alors, on part avec les paroles valorisantes. Bonne écoute. Mark Twain dit un jour, un bon compliment me permet de vivre 2 mois. Eh ben, si nous prenions les paroles de cet écrivain à la lettre, 6 compliments par an lui auraient permis de maintenir son réservoir affectif à un niveau suffisant. Il en faut probablement davantage à votre conjoint, conjointe ou personne qui vous est chère. Certain. Une façon d'exprimer notre amour consiste à prononcer des paroles qui font du bien. Salomon, un sage d'autrefois, a écrit dans la Bible, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, notamment dans le livre des Proverbes. De nombreux couples n'ont jamais découvert l'extraordinaire puissance qui réside dans les paroles bienveillantes échangées entre conjoints, conjointes, amis, famille, etc. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit, a également déclaré Salomon. Des compléments, pardon, des compliments verbaux, des mots d'appréciation sont de puissants communicateurs d'amour. Ils s'expriment le mieux sous la forme d'affirmations simples et directes, telles que des exemples surtout dans le couple, tu es ravissante ou ravissant dans cette robe, dans ces vêtements, comme tu es belle ou comme tu es beau. Tu es certainement la meilleure spécialiste pour les crêpes, je me régale. Autre chose, bien évidemment, j'apprécie beaucoup que tu aies lavé la vaisselle. Merci d'avoir trouvé quelqu'un pour garder les enfants. Je suis très sensible à ton initiative. Je suis vraiment reconnaissante que tu sortes les poubelles, etc., etc., etc. Ne pensez-vous pas que si des époux, ou des amis, ou de la famille, en frères et sœurs, entendaient plus fréquemment de tels propos, le climat, bien évidemment sentimental dans le couple et affectif pour les autres relations, s'en ressentirait? Gary nous raconte une histoire. Il y a quelques années, j'étais assis à mon bureau, la porte ouverte. Une dame qui passait dans le couloir me demanda « Avez-vous une minute à me consacrer ?»« Bien sûr, entrez. »« Monsieur Chapman, j'ai un problème. Je n'arrive pas à obtenir de mon mari qu'il repeigne notre chambre à coucher. Je le lui demande depuis des mois. J'ai tout essayé, mais en vain. » Je fus d'abord tentée de lui répondre « Ma brave dame, vous n'êtes pas à bonne adresse, je ne dirige pas une entreprise de peinture. » Mais je me repris. « Expliquez-vous, madame. » Eh bien, elle part. Voici, à titre d'exemple, ce qui s'est passé samedi dernier. Vous vous souvenez sans doute que ce jour-là, il faisait exceptionnellement beau. Savez-vous ce que mon mari a trouvé le moyen de faire? Il a passé toute sa journée à laver et à lustrer sa voiture. Alors, que lui avez-vous dit? Demandai-je. Ben, je suis sortie et je lui ai déclaré. Jacques, je ne te comprends vraiment pas. Aujourd'hui aurait été une merveilleuse journée pour peindre la chambre et tu ne trouves rien de mieux à faire que de bichonner ta voiture. A-t-il abandonné sa voiture pour repeindre votre chambre? Lui demandai-je. Non. Elle n'est toujours pas repeinte et je ne sais plus quoi faire. Me permettez-vous une question? N'avez-vous pas une voiture, n'aimez-vous pas une voiture propre et reluisante? Bien sûr. Mais j'aimerais aussi que notre chambre soit remise à neuf. Êtes-vous certaine que votre mari soit vraiment au courant de ce désir? Absolument. Cela fait 9 mois que je le harcèle. Permettez-moi une autre question, demandai-je. Arrive-t-il à votre mari de faire quelque chose de bien? Quoi, par exemple? Sortir les poubelles,
laver votre pare-brise de tous les moucherons qui se sont collés dessus, faire le plein avant que vous utilisiez la voiture, payer les factures d'électricité, suspendre son manteau au bon endroit? Elle répondit oui, oui, il veille à cela. Parfait. Je poursuivis. Dans ces conditions, j'ai 2 suggestions à vous faire. Premièrement, n'abordez plus la question de la chambre à repeindre. Je le répète, n'en parlez plus. Je ne vois pas en quoi cela peut changer les choses, dit-elle. Vous venez de me dire qu'il connaît votre désir de voir la chambre repeinte. Vous n'avez donc plus besoin de le lui rappeler. Il le sait déjà. Ma deuxième proposition est celle-ci. La prochaine fois que votre mari fait quelque chose de bien, exprimez verbalement votre appréciation. S'il sort la poubelle, dites-lui par exemple: Jacques, sache que je suis sensible au fait que tu t'acquittes si régulièrement de cette tâche. Gardez-vous de dire: il était temps que tu sortes les poubelles. Les mouches étaient sur le point de le faire à ta place. Ah, combien qu'on a tendance à tomber souvent là-dedans, hein? Si vous le voyez remplir le chèque pour payer la facture d'électricité, posez votre main sur son épaule et dites-lui: Jacques, je suis vraiment heureuse que tu t'occupes de cela. J'entends dire qu'il y a des maris qui sont complètement indifférents à ces choses. J'ai vraiment de la chance. Chaque fois qu'il fera quelque chose de bien, adressez-lui un compliment verbal. Je ne vois pas comment cela repeindra notre chambre à coucher. Vous m'avez demandé un conseil? Vous l'avez. Faites-en ce qui vous plaira, répondis-je. Elle n'avait pas l'air contente en sortant. Non, j'imagine, ouais. Pourtant, 3 semaines plus tard, elle revint me voir. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça a marché, m'annonça-t-elle. Elle venait d'apprendre que les compliments verbaux motivent davantage que des remontrances. Ou des reproches, entre parenthèses. Parce que le mot n'est pas évident pour tous. Remontrance. Je ne veux pas dire qu'il faille flatter le conjoint pour qu'il accède à nos désirs. Pas de manipulation ici qu'on parle. L'amour ne consiste pas à obtenir ce que nous souhaitons, mais à agir dans l'intérêt de celui ou celle que nous aimons. Il est cependant notoire que lorsque nous recevons des compliments, nous sommes beaucoup plus disposés à rendre l'appareil. Rentrons dans les paroles d'encouragement. Adresser des compliments sincères à votre conjoint, votre ami, votre famille, les membres de votre famille plutôt, n'est qu'une façon de lui faire comprendre combien vous l'estimez. Ce langage a un autre dialecte, celui des paroles d'encouragement. Vous vous souvenez, quand on parlait de dialecte, on va rentrer. Encourager en fait partie d'un. Pour les paroles valorisantes. Un dialecte. Encourager. C'est insuffler du courage. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous nous sentons hésitants. Nous manquons de courage, ce qui nous empêche souvent de prendre des initiatives positives qui nous tentent. Le potentiel qui sommeille chez votre conjoint, votre conjointe, votre ami, votre frère, votre sœur, vos proches, dans tel ou tel domaine où il manque d'assurance, n'attend peut-être qu'une parole d'encouragement de votre part pour se réveiller. Une autre histoire. Barbara avait toujours aimé écrire. Vers la fin de son cycle universitaire, elle suivit quelques cours de journalisme. Elle découvrit rapidement que la rédaction la passionnait beaucoup plus que l'histoire, qui était pourtant la matière principale de son cursus. Il était trop tard pour changer de voie. Néanmoins, après avoir quitté l'université et mis au monde son premier bébé, elle écrivit plusieurs articles. Elle en soumit un à une revue, mais le rejet qu'elle essuya la découragea, et elle ne renouvela pas sa démarche. Quand ses enfants furent plus grands, elle put disposer de plus de temps et se mit de nouveau à écrire. Julien, le mari de Barbara, n'avait montré que peu d'intérêt pour les écrits de sa femme pendant les premières années de leur mariage. Il s'estimait assez pris par son propre travail et son désir de grimper dans l'échelle sociale.
Mais avec le temps, Julien comprit que l'essentiel dans la vie ne résidait pas dans la réussite professionnelle, mais dans les relations. Il apprit à accorder plus d'attention à sa femme et à ses centres d'intérêt. C'est donc tout naturellement qu'un soir, il prit un manuscrit de Barbara et le parcourut. Quand il eut fini, il se rendit dans le bureau de sa femme. Elle lisait. Il ne put maîtriser son enthousiasme. J'ai horreur de t'interrompre dans ta lecture, mais je tiens à te dire ceci. Je viens de lire ton article intitulé Tirer le maximum de ses vacances. Barbara, tu es un grand écrivain. Ton texte mériterait d'être publié. Ton écriture coule admirablement. Ton style est fascinant. Il faut absolument que tu te soumettes ton travail à quelques éditeurs de revues. Penses-tu sincèrement ce que tu dis? Demanda Barbara incrédule. Absolument. Je te le dis, tu as fait du bon boulot. Lorsque Julien quitta la pièce, Barbara ne reprit pas sa lecture. Le livre fermé sur ses genoux, elle resta une demi-heure à repasser en mémoire les paroles de son mari. Elle se demandait si le regard qu'il portait sur ses écrits serait partagé par d'autres personnes. Elle se souvint de l'échec cuisant qu'elle avait connu quelques années plus tôt, mais elle se dit que désormais elle avait changé. Elle avait fait des progrès dans l'art d'écrire. Elle avait plus d'expérience. Avant de se lever, Barbara avait pris une décision. Elle présenterait ses articles à différents périodiques et demanderait au rédacteur s'ils pouvaient être publiés. Julien a prononcé ces paroles d'encouragement il y a 14 ans. Depuis, Barbara a publié de nombreux articles. Elle a même décroché un contrat pour écrire un livre. Bien qu'excellent écrivain, il avait fallu à Barbara les mots d'encouragement de son mari pour l'inciter à renouveler sa démarche et faire publier ses écrits. Une belle histoire, hein? Il se peut que votre conjoint, conjointe, et etc., recèle des ressources inexploitées dans un ou plusieurs domaines. Ils n'attendent peut-être qu'un mot d'encouragement de votre part pour les mettre en valeur. Il suffirait peut-être que votre femme s'inscrive à un cours particulier pour développer ses dons, ou bien que votre mari rencontre des gens compétents qui pourraient l'orienter dans ses démarches. Vos paroles lui communiqueraient le courage nécessaire pour faire le premier pas. Comprenez-moi bien. Ne faites pas pression sur votre conjoint ou vos proches que vous affectionnez pour qu'ils se lancent dans ce que vous désirez. Il s'agit de l'encourager à concrétiser un désir qu'il possède déjà. Ainsi, certains hommes poussent leurs femmes à perdre du poids. Ils disent « je l'encourage », mais l'épouse l'interprète comme une condamnation. Ce n'est que lorsqu'elle désire vraiment perdre du poids que vous pouvez l'encourager. Tant qu'elle n'éprouve pas cette envie, vos paroles résonnent plutôt comme un jugement destiné à faire naître ou à accentuer la culpabilité. Elle exprime le rejet et le non de l'amour, pardon. Mais si votre épouse, votre époux ou vos proches vous dit un jour « J'aimerais bien m'inscrire à des séances d'information qui débutent cet automne sur la manière de perdre du poids », alors saisissez l'occasion pour enchérir. Tenez-lui par exemple ce petit discours. Si tu décides de le faire, je suis sûre que tu réussiras. Car lorsque tu as décidé d'entreprendre quelque chose, tu vas toujours jusqu'au bout. Et c'est une qualité que j'apprécie chez toi. Si tu veux te lancer dans cette démarche, je t'épaulerai. Ne te soucie pas de ce que cela va coûter. Puisque tu y tiens, nous trouverons l'argent nécessaire, ainsi de suite. De tels propos peuvent encourager votre femme ou vos proches à téléphoner sur le champ à l'organisme qui organise les sessions auxquelles elle veut participer. Même certains pour leurs études, si on pense à nos proches. C'est fou qu'est-ce que ça peut ouvrir devant nous, hein? Enfin bref, je continue. Notre encouragement doit s'appuyer sur la sympathie et sur la vision du monde propre à notre conjoint, conjointe, nos proches. Nous devons d'abord découvrir ce qui compte pour eux, pour lui, pour elle. Moyennant cela, nous pourrons encourager.
Nos paroles font passer, en fait, le message suivant. Je sais, je partage, je suis à tes côtés, comment puis-je t'aider? Nous montrons ainsi que nous croyons en l'autre et en ses possibilités. Nous témoignons notre confiance en lui et le valorisons. Nous avons presque tous un potentiel supérieur à celui que nous exploitons. Ce qui nous retient pour faire plus et mieux, c'est souvent le manque de courage. Un conjoint, une conjointe, des amis, la famille, prévenant et aimant peut pallier ce manque de courage et nous aider à nous lancer dans un nouveau projet, réaliser un de nos rêves, etc., etc. Il se peut que vous ayez du mal à prononcer des paroles encourageantes, car ce n'est pas votre première langue d'amour. Vous aurez de gros efforts à fournir pour l'apprendre. C'est d'autant plus vrai si vous êtes habitué à critiquer et à condamner. Mais je peux vous garantir que le jeu en vaut la chandelle. Autre dialecte, pardon. Parole aimable. L'amour est aimable. Par conséquent, si nous voulons communiquer l'amour verbalement, nous devons employer des mots et un ton aimable. C'est notre façon de parler qui est concernée. Une même phrase peut revêtir deux significations différentes, suivant la manière dont elle est prononcée. Les mots « je t'aime », dits avec gentillesse et tendresse, peuvent être une authentique déclaration d'amour. Mais les mêmes mots, prononcés comme une question ou avec hésitation, mettent en doute l'affirmation ou la tournent en dérision. De même, la phrase « Je serais ravi de faire la vaisselle ce soir », lancée sur un ton railleur, ne sera certainement pas reçue comme un message d'amour. Il arrive que nos paroles disent une chose, mais que l'intonation de la voix en dise une autre. Eh oui, nous émettons des messages doubles. Ça vous est pas arrivé, ça, hein? Notre conjoint, conjointe, ami, proche, etc. interprétera généralement notre message en fonction de l'intonation et non en fonction des mots employés. Dans la même idée, nous pouvons partager notre peine, notre souffrance et même notre colère par des mots affables prononcés avec gentillesse. Je suis déçu et blessé que tu n'aies pas proposé de m'aider ce soir. Les mots, dits sincèrement et avec douceur, peuvent exprimer un amour authentique. La personne qui parle ainsi veut s'ouvrir à son conjoint, sa conjointe et ses proches. En dévoilant ses sentiments, elle fait ce qu'il faut pour développer l'intimité dans son couple ou dans ses relations quelles qu'elles soient. Elle offre une occasion de discuter de la blessure ressentie afin de pouvoir la guérir. Les mêmes paroles exprimées d'une voix forte et hargneuse révéleront non de l'amour, mais un esprit de jugement et de condamnation. Notre manière de parler est donc de la plus haute importance. Un sage a dit, notamment Salomon, une réponse douce calme la fureur. Si votre conjoint, conjointe et proche est en colère, est bouleversé et qu'il vous décroche des paroles blessantes et incontrôlées, si vous voulez prouver votre amour, vous répondrez non pas sur le même ton, mais avec douceur. Vous interpréterez le message reçu comme une information sur ses sentiments actuels. Vous le laisserez parler de sa blessure, de sa colère et de sa perception de l'événement en cause. Vous essayerez de vous mettre à sa place pour ressentir les choses de son point de vue. Puis vous lui direz aimablement pourquoi, selon vous, il perçoit les choses ainsi. Si vous lui avez fait du tort, soyez prêt à reconnaître votre faute et à demander pardon. Si votre motivation n'est pas celle qu'il a cru être, efforcez-vous d'expliquer paisiblement vos mobiles. Vous aurez le désir de trouver un terrain d'entente et de réconciliation, et non celui de présenter votre interprétation des événements comme étant la seule logique à prendre en compte. Ce sera une preuve d'amour mature
Cet amour vers lequel nous devons tendre si nous voulons que notre mariage ou nos relations, quelles qu'elles soient, s'épanouissent davantage. L'amour ne conserve pas la liste des torts subis. Il ne rappelle pas les manquements passés. Personne n'est parfait. Dans le couple, comme dans n'importe quelle relation, nous n'agissons pas toujours de manière idéale. Il nous est arrivé de débiter des paroles cruelles ou de commettre des actes malveillants en l'encontre de notre conjoint, de nos proches, de ceux qui nous sont à cœur, qui nous tiennent à cœur. Impossible d'effacer le passé, n'est-ce pas? Nous ne pouvons que l'assumer et reconnaître que nous avons mal agi. Nous pouvons demander pardon et nous efforcer de faire mieux à l'avenir. Après avoir confessé ma faute et demandé pardon, je ne peux rien faire de plus pour adoucir la souffrance subie par mon conjoint, conjointe et proche. Quand j'ai été offensée par mon épouse, mon époux ou par un proche, qu'elle a amèrement regretté le mal, la personne, que la personne m'a causé et m'a demandé pardon, je vais l'avoir la phrase, je peux exercer la justice comme je l'entends ou le pardon face à cela. Si je continue la voie de la justice en cherchant à le punir ou à exiger réparation, comme beaucoup d'entre nous peuvent le faire, moi y compris, ça m'arrive. Je m'érige en juge et la rabaisse la personne au rang de malfaiteur, me fait du mal. Dans ces conditions, l'intimité devient impossible. En revanche, si j'opte pour le pardon, solution de choix numéro 1, l'intimité peut être rétablie. Le pardon est la voie de l'amour. N'est-ce pas ce que Christ a fait pour nous? Je suis étonnée de voir combien de gens gâchent leur journée avec le rappel des faits de la veille. Il insiste pour conserver aujourd'hui les manquements d'hier et ainsi compromettre une journée potentiellement merveilleuse. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Je ne pense pas pouvoir l'oublier. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu m'as fait du mal. Je ne sais pas comment tu peux rester tranquille assis là après moi, m'avoir traité de la sorte. Tu devrais au contraire tout faire pour me demander pardon. Je me demande d'ailleurs si j'arriverai un jour à te pardonner, ainsi de suite. Ce sont là des paroles empreintes non d'amour, mais d'amertume, de rancune et d'esprit de vengeance. Prenons garde. Le meilleur sort que nous puissions réserver aux manquements du passé, c'est de les enfouir dans l'histoire. Oui, ils se sont produits. C'est vrai. Ils ont fait mal. Et ils peuvent encore le faire aujourd'hui. Mais il ou elle a reconnu ses fautes et vous a demandé pardon. Si nous ne pouvons pas effacer le passé, nous pouvons le considérer comme de l'histoire ancienne et décider de vivre le présent sans l'entacher des erreurs d'hier. Le pardon n'est pas un vague sentiment, c'est une ferme résolution, une expression de l'amour. Je t'aime, je me soucie de toi et je décide de te pardonner. Même si je me sens encore meurtrie, j'interdis à ce qui s'est passé de s'interposer entre nous. J'espère que cet épisode nous aura appris quelque chose. Tu n'es pas une ou un raté parce que tu as mal agi. Tu es mon époux, mon épouse, mon ami, ma sœur, mon frère, et nous repartirons ensemble d'un même pas. Voilà un exemple de propos valorisant tenu dans le dialecte des mots aimables. Prochain dialecte, les paroles humbles. L'amour formule des requêtes et non des exigences. À partir du moment où j'exige une chose de mon époux, mon épouse, mon ami ou mes proches, je deviens le parent et elle et lui ou lui l'enfant. Car c'est le parent qui dicte à l'enfant de 3 ans ce qu'il devrait faire, plus exactement ce qu'il doit faire. C'est indispensable parce qu'un bambin de cet âge n'a pas alors compris à naviguer dans les eaux dangereuses de la vie.
Dans le mariage ou toute autre relation, nous avons affaire à des partenaires adultes et égaux. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais néanmoins adultes. Si nous voulons développer une relation, quelle qu'elle soit, intime et plus, nous avons besoin de connaître nos désirs mutuels. Cependant, notre façon d'exprimer nos désirs revêt une grande importance. Si nos désirs sont perçus comme des exigences, nous anéantissons la possibilité de nous rapprocher de notre conjoint, nos proches, lequel va prendre ses distances. N'est-ce pas? En revanche, si nous les faisons connaître comme de vraies requêtes, nous donnons à notre partenaire une orientation, non un ultimatum. Lorsqu'un mari dit à sa femme, exemple, tu sais, les tartes aux pommes que tu réussis si bien, pourrais-tu en faire une cette semaine? Je les aime tellement. Il lui indique comment l'aimer et se rapprocher de lui. Par contre, s'il lui déclare, exemple, depuis la naissance du bébé, je n'ai plus eu droit à la tarte aux pommes. Je suppose que j'en serai privé pendant les 18 années à venir. Il cesse de se conduire en adulte pour adopter un comportement d'adolescent râleur. De telles exigences ne contribuent pas au resserrement des liens. La femme qui demande à son mari « Penses-tu pouvoir nettoyer les gouttières ce week-end » témoigne de son amour en formulant une requête. Mais si elle l'interpelle « Si tu ne nettoies pas les gouttières prochainement, elles ne manqueront pas de se disloquer sous le poids de la vase. Regarde un peu, c'est déjà la jungle. » Elle ne manifeste pas d'amour à son mari et se transforme en mère dominatrice à son égard. Lorsque vous exprimez un désir à votre conjoint, conjointe ou proche, même enfant, vous soulignez sa valeur et ses aptitudes à le réaliser. Vous lui faites comprendre en somme qu'il ou elle possède ou peut accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Mais si vous posez une exigence, vous n'êtes plus un amant, une amante, mais un tyran. Votre conjoint se sent alors rabaissé et non valorisé. La requête laisse celui qui la reçoit libre de sa décision. Le conjoint peut accéder à la demande ou la rejeter, car l'amour résulte toujours d'un choix. Exact. C'est ce qui lui confère une si grande importance. Le fait de savoir que mon conjoint, ma conjointe m'aime suffisamment pour répondre favorablement à l'un de mes désirs, me faire comprendre qu'il ou elle prend bien soin de moi, me respecte, m'admire et tient à me faire plaisir. En formulant une exigence auprès d'une personne, je n'aurai jamais l'assurance d'être aimé d'elle, car elle peut se conformer à mon exigence, mais ne sera pas forcément l'expression de son amour pour moi. Sa décision est davantage inspirée par la crainte, par la culpabilité ou par tout autre sentiment, mais pas par l'amour. Ainsi, la requête adressée au conjoint lui offre la possibilité d'exprimer son amour, tandis qu'une exigence étouffe cette possibilité. Dialecte varié. Les paroles valorisantes constituent l'une des 5 langages fondamentaux de l'amour. Mais à l'intérieur de cette langue, il y a plusieurs dialectes. Nous en avons déjà mentionné quelques-uns. Et il en existe beaucoup d'autres. Des volumes entiers et d'innombrables articles leur ont été consacrés. Tous ces dialectes ont en commun le fait qu'ils se servent des mots pour valoriser l'autre. Le psychologue William James a déclaré que le besoin humain le plus profond est peut-être celui de se savoir apprécier. Les paroles valorisantes répondront à ce besoin chez un grand nombre d'individus. Si vous n'aimez pas vous exprimer en paroles, si cette forme de communication ne correspond pas à votre langage d'amour familier, mais que vous pensez que c'est celui de votre conjoint, conjointe ou vos proches, vos enfants, je vous suggère d'employer un moyen très concret pour l'apprendre.
tel qu'un carnet dans lequel vous consignerez les propos valorisants. Lorsque vous lisez un ouvrage ou un article consacré à l'amour, notez les mots et les paroles appréciatives que vous découvrez. Lorsque vous entendez une conférence sur le thème de l'amour ou vous captez un propos positif qu'un de vos amis tient sur un tiers, inscrivez-le. Avec le temps, vous aurez une belle collection de mots, d'expressions et de propositions qui pourront vous servir pour communiquer verbalement de l'amour à l'autre. Vous pouvez également valoriser votre conjoint, conjointe ou proche en son absence en disant de lui du bien. Tôt ou tard, quelqu'un finira certainement par le lui rapporter. Le niveau de son réservoir affectif montera. Dites par exemple à votre belle-mère combien votre femme vous est précieuse. Lorsqu'elle répétera vos paroles à sa fille, elle les amplifiera peut-être un peu, mais tous les deux en sauront gré. Vous en saurez gré. N'hésitez pas non plus à mettre votre conjoint ou conjointe en valeur, vos proches en valeur, en société, même en sa présence. Pourquoi pas? Lorsque vous êtes honoré en public et sincèrement honoré, veillez à partager cet honneur avec lui ou elle. Utilisez également votre plume pour lui exprimer votre amour, votre estime et votre affection. L'avantage des écrits, c'est qu'ils restent et peuvent être relus fréquemment. Hein? J'ai appris, il y a quelques années, une importante leçon à propos des paroles valorisantes et des langages de l'amour. Nouvelle histoire. Par une magnifique journée de printemps, je rendis visite à Jérôme et Sonia. Ils habitaient une maison isolée, entourée d'une clôture en bois blanc, au milieu d'une pelouse verte tendre et de massifs en pleine floraison. Le cadre était idyllique. Une fois à l'intérieur, je dus me rendre à l'évidence. Le romantisme s'arrêtait à la porte. Leur mariage battait de l'aile. 12 ans de vie commune, 2 enfants, ils en étaient maintenant à se demander pourquoi ils s'étaient mariés. Ils semblaient en désaccord sur quasiment tout. Leur seul terrain d'entente était l'amour que tous deux portaient aux enfants. Pendant qu'ils me racontaient leur histoire, je pus me rendre compte que Jérôme était un bourreau de travail qui consacrait très peu de temps à Sonia. Celle-ci travaillait à temps partiel, surtout pour respirer hors de la maison. Ils géraient leur vie conjugale en se retranchant dans la fuite, tentant de garder une certaine distance dans leur relation afin que leurs conflits ne paraissent pas trop importants. Sur le réservoir d'amour de chacun, la jauge était résolument bloquée au niveau vide, ou un signal lumineux qui est marqué vide dessus. Ils me dirent qu'ils avaient commencé à voir un conseiller conjugal, sans grand impact pour l'instant. Je venais de les rencontrer lors d'un séminaire que j'avais organisé sur le thème du mariage, et celui-ci se terminait le lendemain. C'était donc probablement ma seule et unique occasion de discuter avec eux. Je décidai de mettre le paquet. Je les vis séparément 1 heure. J'écoutais avec beaucoup d'attention leurs versions et je me rendis compte que malgré le vide de leur relation et leurs nombreux désaccords, chacun appréciait certains points chez l'autre. Jérôme reconnut. Sonia est une bonne mère. Elle s'occupe très bien de la maison et c'est une excellente cuisinière quand elle décide de s'y mettre. Mais elle ne me témoigne aucune affection. Je fais tout ce que je peux sans qu'il y ait jamais de sa part la moindre parole d'appréciation. De son côté, Sonia me confia que Jérôme était un grand travailleur qui veillait à ce que personne ne manque de rien. Mais, ajouta-t-elle, il ne m'aide jamais dans les travaux de la maison et n'a jamais de temps pour moi. À quoi bon avoir une maison, une voiture pour sortir et d'autres avantages si nous n'en jouissons pas ensemble? Riche de cette information, je décidai de limiter mes conseils à une seule suggestion que je leur fis individuellement. Je leur révélais qu'ils détenaient tous les deux la clé du changement
dans le climat sentimental de leur mariage. Cette clé consiste à exprimer verbalement votre appréciation pour ce que vous aimez chez l'autre et à cesser de vous critiquer mutuellement et de vous reprocher ce qui vous déplaît. Nous avons de nouveau passé en revue les remarques positives qu'il m'avait déjà faites. J'aidais chacun à les énumérer par écrit. Nous veillâmes à ce que les listes soient aussi précises et caractéristiques que possible. Voici celle de Sonia. En 12 ans, il n'a pas manqué un seul jour à son travail, c'est un travailleur consciencieux. Il a gravi plusieurs échelons au fil des années, il cherche toujours à améliorer sa productivité, il s'acquitte régulièrement des frais relatifs à la maison, c'est aussi lui qui règle les factures d'électricité, de gaz et d'eau. Il a 3 ans, il nous a acheté une voiture pour nos loisirs. Au printemps et en été, il tond le gazon chaque week-end ou emploie quelqu'un pour le faire. En automne, il ramasse les feuilles mortes ou s'il ne peut, il le fait faire par quelqu'un d'autre. Il me donne une grande somme d'argent pour nourrir et habiller la famille. Une fois par mois, il va à la déchetterie. Il pourvoit largement aux cadeaux de Noël pour la famille. Il me permet d'utiliser à ma guise ce que je gagne par mon travail à temps partiel. La liste de Jérôme comportait: elle fait tous les jours les lits. Chaque semaine, elle passe l'aspirateur dans toute la maison. Tous les matins, elle veille à ce que les enfants aillent à l'école en ayant pris un petit déjeuner copieux. Elle cuisine d'avance 3 fois par semaine. Elle fait les courses et aide les enfants à faire leurs devoirs. Elle conduit les enfants à l'école et aux activités extrascolaires. Elle apporte mes chemises au pressing. Elle s'occupe de la lessive et du repassage. Je leur conseillais d'ajouter à ces listes les choses positives qui les marqueraient dans les semaines à venir. Je leur suggérais de choisir 2 fois par semaine une constatation élogieuse et d'en faire l'objet d'une appréciation verbale à l'un et à l'autre. Par ailleurs, j'encourageais Sonia, si son mari lui faisait un compliment, à ne pas le lui rendre le même jour, mais à l'accepter simplement en ajoutant: je te remercie de m'avoir dit ça. Je fis la même remarque à Jérôme et les encourageai à procéder ainsi tous les semaines pendant 2 mois, et même à poursuivre l'expérience s'ils la jugeaient bénéfique pour eux. Si mes conseils ne permettaient pas d'améliorer le climat affectif de leur mariage, ils devraient les rejeter comme une nouvelle tentative avortée. Le jour suivant, je pris l'avion pour rentrer chez moi. Sur mon agenda, je notais le téléphone à Jérôme et Sonia, 2 mois plus tard, pour savoir comment la situation aurait évolué. Vers le milieu de l'été, je les appelais donc séparément. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que Jérôme avait fait des pas de géant et dans la bonne direction. Il avait deviné que j'avais donné à Sonia les mêmes conseils qu'à lui et il ne s'en plaignait pas. Au contraire, il semblait avoir apprécié ma démarche. À plusieurs reprises, sa femme lui avait dit combien elle l'appréciait pour son dur labeur et son souci de pourvoir aux besoins de la famille. Elle m'a redonné le sentiment d'être un homme. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, Monsieur Chapman, mais je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie. En parlant avec Sonia, j'eus le sentiment que de son côté, elle n'avait fait qu'un tout petit pas. Il y a quelques progrès, Monsieur Chapman, me dit-elle. Georges me fait des compliments comme vous lui avez suggéré, et je crois qu'il est sincère. Mais il ne me consacre toujours pas davantage de son temps. Il est tellement pris par son travail à l'extérieur que nous sommes rarement ensemble. En écoutant Sonia, j'eus soudain une illumination. Je venais de faire une découverte fondamentale. Le langage par lequel une personne exprime son amour n'est pas nécessairement celui de l'autre. Il sautait aux yeux que pour Jérôme, le langage connu était celui des paroles valorisantes. C'est un travailleur acharné qui aimait son travail, mais ce qu'il
attendait le plus de sa femme, c'était qu'elle lui dise combien elle l'appréciait pour ses qualités. Ce besoin était sans doute inscrit en lui depuis son enfance. Il n'était pas moins important maintenant qu'il est devenu adulte. De son côté, Sonia soupirait de tout son être après autre chose. Des compliments, c'était bien beau, mais son aspiration sentimentale profonde se situait à un autre niveau. Abordons donc à présent le deuxième langage d'amour. Et c'est la fin pour ce chapitre. Suite à venir. Salut!